Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Nous sommes au lundi 17 octobre de l'année 2016, c'est la rentrée des classes ici chez nous au Togo. Bonne rentrée à tous les élèves, nos enfants, nos petits frères, nos sœurs. Bonne rentrée et que l'année soit couronnée de succès à la fin. Eh bien, mesdames, messieurs, nous nous retrouvons ce matin encore sur le plateau de LCF et sur les ondes de City FM pour notre émission Toc Toc. Ce matin, nous recevons en studio, comme d'habitude, deux confrères. Le premier pour nous, Ibrahim Acha. Il est le patron du journal Temps Nouveau. Bonjour Ibrahim. Bonjour Junior, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Ibrahim Acha, en face de lui, Dimas Djikodo, c'est le patron du quotidien privé Forum de la semaine. Bonjour Dimas. Bonjour Junior, bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Tout à l'heure, dans 30 minutes, nous serons rejoints en studio par M. Gabriel Mensah Agbemekodjo. Il est le président d'Obu, ancien premier ministre du Togo, ancien directeur général du port autonome de Lomé. Mesdames, Messieurs, voici la une des journaux. La une des journaux de ce lundi 17 octobre 2016, nous démarrons par le quotidien privé Forum de la semaine. Forum qui titre à sa une ce lundi: Sommet sur la sécurité et la sûreté maritime, une victoire pour la diplomatie togolaise, mais le plus dur est encore devant. Le message de Fort Gnassingbé, prolifération anarchique des gares routières, le préfet de Wawa menace de sanctionner les chauffeurs contrevenants. Et Pervé du Togo, retraite internationale pour Jonathan Haïté. Dans les caisses également ce matin, Togo Matin, Dieudonné Korolakina, dans son journal titre Sécurité maritime, adoption de la charte de Lomé, le pari enfin gagné. Éducation, rentrée scolaire 2016-2017, plus de 2 millions d'élèves concernés, le ministre Chakbele rassure. International Côte d'Ivoire, projet de nouvelle constitution, l'opposition appelle au boycott du référendum sport, le match Togo-Madagascar annulé. Le libéral est également dans les caisses ce matin, le libéral qui titre Lac Togo, un réel atout économique, la justice administrative du plomb dans l'aile au Togo. Lomé, berceau de la charte de l'UA sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Le quotidien privé Liberté est également avec nous ce matin. Liberté qui titre Débat en marge du sommet, réponse générique et ridicule, zéro maîtrise des sujets, une prestation divinement triste de comique la sur Vox Africa. Grand reportage d'Acha, de l'usine textile à un repère de souris et de reptiles. Études sur l'engagement civique et la participation des jeunes à la vie politique. La ministre Victoire Dogbe invitée à restaurer la confiance des jeunes en leur institution. La nouvelle est dans les kiosques également, le journal titre La mallette de ministre volée par deux prostituées en Chine. Également dans les kiosques du journal, le correcteur de Honorat Dontu. Mystère de Fort face aux conclusions du sommet sur la sécurité maritime. Quel sens donner à la charte de Lomé dans un pays qui foule au pied ses propres accords? Fort boudé par ses frères héritiers vers une hausse exagérée des prix des produits de première nécessité. Retombée indéniable du sommet sur la sécurité maritime, c'est là que la sous expose ses carences à la face du monde. Drame de Tchévier, un jeune élève s'est pendu après avoir été victime de vol de sa moto. Affairisme et gestion conflictuelle des élections du Togo, Claude Leroy au cœur de l'imposition d'un équipementier. Eh bien, je pense que c'est tout pour ce matin. Et, mesdames, messieurs, on va voir le jingle annonçant la première partie de l'émission Entre confrères. Retour ensuite avec le confrère Ibrahim Acha, Temps Nouveau, Dimas Djikodo, Forum de la semaine. Rebonjour. Bonjour Junior. Alors, bonjour. Donc, le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté et le développement fait partie désormais de l'histoire, dont on poussait un ouf de soulagement, bien regretter la fin de ce sommet. Non, il faut pousser un ouf de soulagement. Vous savez que ce sommet a été
annoncé il y a longtemps et ça a été reporté par 2 fois. Et cette fois-ci, je pense que ça a été la bonne parce que il y a eu la tenue effective de ce sommet. Et ce sommet a connu la présence des chefs d'État annoncés et des chefs de gouvernement annoncés. Et évidemment, les discussions aussi qui devaient s'y tenir ont été des discussions de haut niveau, puisque nous avons d'une manière ou d'une autre pris part à ces discussions, puisque nous y étions pour la couverture médiatique et nous avons pu constater la pertinence des thèmes discutés et surtout le débat qui était de niveau très acceptable. La même question à Dibaji Kodo, ouvre de soulagement? Oui, bien sûr. Vous savez, le bilan à dégager, premièrement, c'est le bilan sécuritaire. Vous savez, avec tout ce temps qui court, où il y a le terrorisme qui sévit un peu partout, nous avions peur parce que juste à côté de nous, nous avions Boko Haram, de l'autre côté c'est Acmi, en Sardine, et tout le Bataclan. Et donc, qui a priori constitue des menaces vraiment pour tout regroupement d'envergure, parce que ces terroristes profitent de ces occasions pour pouvoir se faire une publicité. Eh bien, sur ce point, le pari est gagné parce que le dispositif sécuritaire, par la grâce de Dieu, a pu déjouer du moins a pu dissuader tous ceux qui peuvent vouloir vous dire quelque chose contre les participants à ce sommet. C'est d'un côté, de l'autre côté. Et cela il faut féliciter tous ceux qui sont impliqués à ce niveau, avec à leur tête le colonel Damian Yak, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le ministre de la Sécurité, de la Protection civile plutôt, c'est la nouvelle formulation. De l'autre côté, il faut aussi tirer un coup de chapeau pour l'organisation même en soi, la façon dont tout est bien organisé. C'est ma deuxième question. Le Togo doit-il être félicité pour l'organisation? Pour une première fois, je peux dire que c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque ça fait 16 ans on n'a plus organisé de pareils événements, et vous avez vu que tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation sont pratiquement des novices en la matière. C'est pas des gens qui en faisaient pendant longtemps. C'est vrai que là, à la tête de la commission d'organisation, on retrouve un certain général Aeva, mais à l'époque des Adéma, on ne le voyait pas au premier plan dans l'organisation de pareilles choses. Et donc tous ceux qui sont impliqués sont quand même des peaux neuves autour de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé même en soi, depuis son arrivée au pouvoir, n'a pas organisé un événement de cette envergure. Et donc pour un coup d'essai, c'est vraiment un coup de maître. Et donc il faut tirer chapeau à tous ceux qui sont impliqués. Et donc c'est un ouf de soulagement. Et surtout, la victoire de la diplomatie togolaise, quand on a vu que il y a eu un certain nombre d'États qui n'ont pas pu signer l'accord, la charte, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la diplomatie togolaise a dû batailler dur pour pouvoir rallier la majorité des États africains à sa cause. Ce qui n'est pas gagné d'avance. Il est vrai qu'à un moment donné, du moins au départ, et le chef de l'État et son chef de diplomatie, Robert Doucet, se sont lancés un défi. Et donc le Togo s'était lancé un défi personnel, c'est-à-dire que il faut voir cette charte signée. Et si la charte n'a pas pu être signée, alors c'est un échec pour le sommet. Alors, nous, au moment où ils ont déclaré ça, nous nous sommes dit, c'est quand même un pari très très risqué. Mais ils ont relevé le défi, on a vu qu'à la fin, la charte a été signée. Donc c'était une victoire pour la diplomatie togolaise. Mais nous avions dit, comme nous l'avions dit dans notre parution d'aujourd'hui, il y a des couacs dont on parlera forcément. Alors, Ibrahim, la même question pour vous. Que dire de l'organisation de ce sommet par le Togo? Au point de vue organisation, il faut dire que les autorités togolaises, ou bien du moins tous ceux qui étaient en charge de l'organisation de ce sommet, ont fait un travail acceptable. Il suffisait seulement de faire le déplacement sur l'esplanade du palais de congrès et de l'autre côté aussi
Radisson Blu pour constater de visu le professionnalisme de tous ceux qui étaient là pour mettre les choses en ordre, pour accueillir les présidents qui devaient arriver. Donc au point de vue accueil, ça a été acceptable. Au point de vue sécuritaire, mon confrère le disait tout à l'heure, ça a été vraiment une réussite en ce sens qu'il n'y a pas eu d'encombrement dans les périmètres où se tenait la conférence, et tout était bien fluide, et il y avait aussi, sans oublier, la présence effective des agents de force de l'ordre et de sécurité qui dissuadaient aussi, qui fouillaient, et ça a été vraiment, je peux dire qu'une bonne organisation. Et quand on voit tout ce qui s'est passé, il y a eu l'accès facile aux zones, et non seulement ça aussi, il y a le côté organisation, c'est-à-dire que les apatam érigés au niveau du palais de congrès, ça a été fait par un Togolais et que nous devons saluer au passage. Je parle de la société Sarah Business. Et quand vous allez au niveau de Radisson Blu, vous allez voir aussi l'apatam qui a été érigé là-bas, qui a contenu des milliers de délégués. Je pense que au point de vue organisation, ça a été vraiment très bien réussi. Il faut s'en féliciter. Le Togo a renoué avec son label de Carrefour des grandes rencontres, comme le disait mon confrère Dimas Dikodo, et ça a été une fierté nationale parce que ce sommet a été une réussite. Une réussite, mais n'empêche, certains confrères étrangers ont relevé certaines insuffisances et l'ont manifesté, certains même l'ont écrit. Du côté de la communication du sommet, il y a eu des failles parce qu'il y a eu des problèmes. Si vous allez sur le site du sommet, à l'heure où je vous parle, les informations ne sont pas actualisées, et même depuis l'étranger, vous pouvez faire l'accréditation du site. Généralement, ça se fait comme ça. Oui. Alors, on ne sait pas qui sont ceux qui ont géré l'aspect communication, mais les confrères étrangers se sont plaints parce que certains ont été invités officiellement, ils ont eu toute la prise en charge, et ce n'est pas forcément les meilleurs qui ont été invités. Et certains qu'on voit souvent au sommet, et ils ont dû se débrouiller, eux-mêmes sont venus, même ils n'ont pas été, l'hébergement n'a pas été facilité. Bon, bref, ils se sont plaints au niveau des confrères étrangers. Tout en fait, à je ne sais pas si vous avez eu. Non, tout à fait, c'est vrai. Bon, on ne va pas citer des noms ici, mais nous avions flirté avec tous les confrères de renom de la presse francophone qui étaient sur place. Oui, il y a eu des plaintes et je pense que l'organisation devait prendre cela en compte pour mieux faire. C'était vraiment un coup d'essai, mais il faut prendre en compte toutes ces remarques et améliorer les prochains sommets qui seront organisés. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a déjà le sommet le plus coriace qui est devant, le sommet Israël-Afrique, à Lomé ici. Ce sera peut-être dans un an, selon nos informations. Vous m'informez. C'était annoncé officiellement lors de la visite du chef de l'État, la visite d'État qu'il a effectuée en Israël. C'était annoncé qu'il doit y avoir un sommet Israël-Afrique sur le développement. Au Togo. Au Togo, oui, c'était acquis. Et donc, bon, quand on parle de l'Israël, vous savez ce que ça suscite à travers le monde entier. Et donc, et donc, le plus dur devant. Et donc, il faut prendre en compte toutes ces observations. C'est vrai qu'au niveau du site, il y a eu un tout petit peu de racisme. Les confrères n'ont pas pu s'enregistrer depuis l'extérieur avant d'arriver. Ça a rendu un peu les choses plus difficiles. Tantôt, c'est le ministère de la Communication qui gère, tantôt, c'est une société. Ouais, il y a eu un petit peu de cafouillis à ce niveau. Ouais. Parce que, bien sûr, il y a une cellule de communication qui est là. Au finish, on ne sait pas qui fait quoi. Et vraiment, des confrères sont pleins. Il faut le relever. C'était clair. Ils ont pour que ça change. C'est vrai, la remarque est pertinente. Et c'est lorsque certaines personnes dans notre pays concentrent les pouvoirs à leur niveau, il n'y a pas une certaine délégation de pouvoir, et ça fait que ça crée le plus souvent du désordre. Lorsque vous vous référez à une personne censée être la personne indiquée pour une tâche donnée, la personne vous dit que oui, on m'a confié ça, mais au fait c'est cette personne qui fait ceci. Donc il faudrait qu'à l'avenir on évite ces sortes de concentration de pouvoir et les interférences énormes, parce que vous allez voir, on parle de directeur de communication à la place du directeur de communication. Vous voyez que c'est peut-être un décor, mais derrière lui c'est plutôt des gens, c'est piloté ailleurs. Donc c'est des anomalies auxquelles vraiment il faut chercher des réponses pour éviter les cafouillages auxquels vous parlez. Mais quand nous revenons un peu sur le plan communication, je dirais que tous ceux qui sont arrivés
et qui avaient des besoins de badge. J'ai accompagné plusieurs personnes. Tout ça a été centralisé au niveau du CACEF, Dieu merci. Et les gens, les délégués ont eu les badges. Ça a pris du temps parce qu'il y avait beaucoup d'accumulation. Et même ceux qui sont arrivés le jour même, le jour même du sommet, ont pu avoir leur badge. Donc ça voudrait dire qu'un travail sérieux a été fait. Justement à ce niveau, si on s'y prend au dernier moment pour que ceux qui arrivent au dernier moment prennent le badge, ça veut dire que quelque chose n'a pas marché. Et ce qui n'a pas marché, intrinsèquement, c'est que les spécialistes en la matière n'ont pas été écoutés. Ils n'ont pas été associés. Non, ils ont été associés, mais ils n'ont pas été écoutés. Parce que à la tête quand même de la sous-commission accréditation et autres, on a vu un certain Yovo Devi qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Non pas qu'il est journaliste de renom, mais j'ai vu Yovo Devi couvrir un certain nombre de sommets avec dextérité. Et donc, il a un certain nombre d'expériences dans ça. Et à côté de Yovo Devi, il y a eu beaucoup d'autres confrères qui ont travaillé avec lui et des techniciens en la matière. Mais leurs voix n'ont pas prévalu simplement parce que des voix politiques ont su s'imposer à leur détriment. Et on a vu le résultat au niveau de communication, ce n'est pas tout à fait cela. Ce n'est pas tout à fait cela. On a vu l'organisation globalement, mais au niveau de ça, il y a quand même certains manquements que je pense que entre nos confrères, on va soulever cela pour pouvoir corriger ça à l'avenir. Cela, il va de l'image de notre pays. Parce que quand vous allez voir que si même le fond du sommet n'est pas réussi, et qu'au niveau de la communication, tout a été parfait, vous allez voir que cette image va partir et c'est ceux-là qui sont venus de l'extérieur qui vont refaire une autre image de notre pays. On va penser que quelque chose d'extraordinaire a été fait. Mais si tout a été bien organisé. Et la communication est claire. Les confrères font de oui, ils partiront avec ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu une cellule qui envoie des communiqués à temps réel par rapport au sommet. C'est à la fin, quand on a lu la déclaration finale, on était imposé. Ça y est, on était incapable de communiquer aux confrères. Il y avait des programmes disponibles. Parce que quand on devait faire la clôture de l'événement, on n'a pas informé. Ça s'est fait de la cotisation. Les confrères, les gens étaient de déjeuner et le temps d'arriver, on dit c'est fini. Donc le communiqué final, on l'a pas. On a dit ça prend l'aura. Le communiqué final devait être disponible dans plusieurs langues, les langues internationales, là, pour pouvoir permettre. Heureusement, avec les discours d'ouverture, nous les avons eu à temps, parce que aussitôt après la cérémonie d'ouverture, les discours étaient arrivés à la salle de presse. Nous avons eu des polycopes et nous avons eu presque tous les discours. Mais ça aussi, il faut dire que ça a été organisé par la commission de presse qui est arrivée depuis Addis Abeba. Parce que nous avons ça, c'est lui-même qui a géré cet aspect et ça a été vraiment une réussite. Avant qu'il n'y ait réussi, c'est que les installations sur place aussi ont accompagné. Donc les autorités togolaises ont mis en place les installations qu'il faut, les matériels qu'il faut pour que les 18 journalistes qui couvraient l'événement aient à disposition tous les communiqués et les discours à temps. J'aimerais qu'on avance. 3000 personnes étaient attendues à Lomé. Au finish, on a environ 1000 personnes. Alors, est-ce que le Togo a surestimé ce sommet? Et parce que, on va en parler tout à l'heure, ça agit sur les hôtels. Il y a des conséquences sur les hôtels. Les gérants se plaignent, on va en parler. Alors, est-ce que le Togo a surestimé le nombre de... Je ne pense pas. Il vaut mieux prévoir que de venir voir des gens dans la rue parce qu'ils n'ont pas trouvé de place. Non, on était largement au-delà de 1000, on était largement au-delà des... C'est vrai, on peut nous dire que peut-être les 3000 n'ont pas été atteints, mais il faut voir tous ceux qui sont venus en amont, jusqu'à la fin du sommet. Les officiels, oui, on peut les contenir, mais il y a beaucoup qui sont venus au niveau des side events et beaucoup d'autres événements. Beaucoup sont venus. Et donc, non, le chiffre là, il faut attendre un peu avant d'avancer un chiffre quelconque. Ouais, nous le disons par rapport au retour que nous avons des hôtels. Parce que regardez, les gérants d'hôtels, les propriétaires d'hôtels se plaignent aujourd'hui. Ils disent non, on leur a annoncé 3000 personnes, les gens ont fait des prêts. Mais la plupart des hôtels, ont fait le plein. Les grands hôtels ont fait le plein, mais les grands hôtels, les hôtels 5, 4, 3 étoiles, ont fait le plein. Mais à partir des hôtels de 1 étoile,
Et ça pose problème parce que je me le dis parce qu'on a été alerté, on a fait le tour et les gens se plaignent aujourd'hui qu'ils n'ont pas fait des chiffres d'affaires, ils n'ont pas, la clientèle attendue n'était pas là au rendez-vous et du coup ils se plaignent. Qu'est-ce qui arrive souvent? Les délégations officielles se sont toujours plaints de la qualité de leurs hôtels, ce qui fait que quand le service diplomatique se déplace d'abord, ils essaient de trouver des hôtels de qualité. Et les 2 étoiles, 3 sont des voies de recours. Hein, au cas où voilà, sont remplis. C'est ce qui arrive souvent. Et donc, c'est une question comment on peut dire, c'est parce que les premiers, ceux qui sont en qualité, les premiers hôtels de qualité sont débordés, qu'on se rabat au petit. Voilà, c'est ce qui arrive très souvent. Et donc, il faut quand même aussi préparer quand même. On ne va pas dire que bon, c'est parce qu'il y a des hôtels de luxe et donc il faut négliger les voies de recours. Et donc c'est ce qui se fait. Mais maintenant, s'il n'y a pas eu trop de débordements. Je vous ai vu ce qui s'est passé au niveau des hôtels. Ouais. Le ministère du Tourisme a recensé 4 hôtels pour le sommet. Alors on a demandé ces propriétaires de ces gérants d'hôtels, mais vos hôtels sont bloqués pour le sommet. Du coup, vous ne devez plus accueillir quelqu'un qui doit venir. Celui qui ne vient pas pour le sommet dans cette période, vous ne l'accueillez pas. Alors les gens donc ont renvoyé les clients habituels et misaient sur les délégués du sommet. Et à la fin, ils n'ont pas eu de délégués et les chambres n'ont pas été vendues. C'est ça le problème. Non, c'est simple. C'est ce que Dimas expliquait. Il faut faire la prévision. On ne va pas faire face à la réalité, courir de gauche à droite. Ça serait de l'amateurisme. Donc les autorités togolaises ont prévu la venue de 3000 délégués. Et même si les 3000 délégués n'ont pas répondu, mais il faut noter quand même que ceux qui sont arrivés dépassent largement les 2/3. Et ces délégués ont été logés, comme vous venez de le remarquer aussi, dans les hôtels de luxe. Et ça fait aussi partie de la fierté togolaise. Mais je voudrais faire une petite précision, c'est que dans l'annonce même de ce sommet, il y a eu beaucoup de propagande. C'est-à-dire que certaines personnes ont pris ce sommet sous un angle propagandiste et ça fait qu'il y a eu des déclarations qui ont été faites. Mais au finish, on n'a pas vu réellement ce qui devait être fait. Parce que quand je reviens un peu aux débats qui ont été faits au cours de ce sommet, on nous a dit qu'on devait penser le côté développement de la chose. Mais sincèrement, quand je prépare au débat, ce que j'ai pu entendre, ce que j'ai pu écouter des experts, c'est le côté logistique, le côté lutte et la force, la sécurité, la surveillance. Et c'est ça qui a été vraiment mis en avant. Mais quand on revient un peu sur l'impact de ce sommet, sur le vécu quotidien de la jeunesse, sincèrement, il n'y a pas eu assez de développement autour de la chose. C'est là où moi j'ai regretté. J'ai regretté parce que quand on parle des pirates, quand on parle de ceux qui se livrent aux actes criminels, ce ne sont pas des extraterrestres, c'est des terriens. C'est des jeunes qui vivent. Et pourquoi ils sont obligés d'aller sur les mers et se livrer à la violence? C'est parce qu'il y a un problème de gestion, il y a un problème de redistribution équitable des ressources, il y a un problème de pauvreté. Donc je pense qu'il fallait quand même aller dans ce sens et les autorités qui sont arrivées devaient, à mon avis, chercher des passerelles, chercher des créneaux et chercher même à développer des programmes qui puissent amener ces jeunes-là à rester sur terre, à travailler et à ne plus s'aventurer à aller vers la mer. Quand je vois un peu la Méditerranée qui est devenue un cimetière bleu, mais ça fait peur. Parce que l'Afrique est en train d'être vidée des bras valides. Donc il faudrait retenir tout ce monde sur place avec des projets fiables. Ce ne sont pas les coups de tonnerre et les projets de harelans propagandistes que nous voyons ainsi un peu partout sur le continent. On dit on pense à la jeunesse, mais au finish, ce n'est pas cela. On est en train de faire plutôt des clins d'œil aux jeunes pour aller vers, en tout cas, aller voter pour comment les appelle-t-on, nos dirigeants. Ce n'est pas ça. Il faut penser véritablement au développement de la jeunesse. Je pense que les thématiques liées à l'aspect ou bien au but visé par cette charte,
cette thématique ne peut pas être développée en totalité lors de ce sommet. On ne peut que les évoquer, les mettre en chantier, et maintenant il y aura des commissions techniques qui vont travailler sur tous ces volets. Nous l'avions souligné dans notre parution d'aujourd'hui. C'est vrai, les pirates là ne sont pas d'une génération spontanée. C'est une conséquence de la gestion même de notre continent. Et donc, je pense qu'on doit trouver obligatoirement solution aux problèmes de développement, aux problèmes de la faim et de la pauvreté en Afrique. Et je pense que clairement le président en exercice de l'UA, le Tchadien Idriss Déby Itno, a soulevé cela dans son discours. Il a dit clairement que les problèmes que connaissent l'Afrique, les problèmes plutôt que connaît l'Afrique sont intrinsèquement liés à la pauvreté et qu'il faut trouver une solution à la question de la pauvreté sur notre continent, et le reste va aller de soi. Et donc je pense que ces thématiques sont des chantiers que des commissions techniques vont suivre. C'est pourquoi nous disons que cette charte a été votée, ça a été signé par la majorité des États africains. Ça a été une victoire pour la diplomatie togolaise, mais le plus dur est encore devant. On le sait, donc je vous signale à ceux qui le suivent que la charte a été signée par 30 pays sur les 52 qui ont travaillé là-dessus. Donc 22 ont refusé de signer, bon, pour des raisons diverses, surtout le Cameroun qui les a surpris. Ils n'ont pas signé, donc on aura le temps d'en parler. Le Cameroun, c'est normal. Le Cameroun se voit chipper chaque fois ses projets. C'est ce qu'il considère, c'est ce que la diplomatie camerounaise considère, par le Togo. Vous vous rappelez que le projet des ACP, CEE, à l'époque, était pratiquement initié par le Cameroun. Et le Togo lui a ravi la vedette en organisant de façon extraordinaire sur plusieurs années. Voilà. Le Cameroun, la diplomatie camerounaise avait mal digéré cela. Et ceci en 2013. Le sommet sur la sécurité maritime était premièrement organisé par le Cameroun. Mais le Cameroun avait vu restreint. Le Cameroun avait limité sa vision dans le golfe du Guinée. Et la diplomatie togolaise, Faure Gnassingbé, a pensé que limiter là-bas, ça n'aurait pas d'efficacité. Il faut embrasser tout le continent de façon à ce que, unis ensemble, on puisse faire quelque chose de grandiose. Et c'est ce qui a été fait. Et le Cameroun a vraiment mal digéré cela. Tout le monde s'attendait à ce que Paul Biya arrive à Lomé pour continuer dans le sens, mais il n'a pas du tout été fait. Une dernière question avant de rejoindre notre invité qui est là, M. Agboué Kodjo, je vous rappelle qu'il est déjà là. Ibrahim Acha, à la fin du sommet, j'ai causé avec un officier togolais. Et on a causé en off et il m'a dit il est très satisfait, sauf qu'il sent que la population n'a pas adhéré à ce sommet et il a regretté. Et ça aussi, il s'explique par le fait que les traitements qui ont été réservés à la population peu avant le sommet, on a renvoyé les gens des cons, les militaires partout, et ça peut-être eu un effet contraire. Et il a regretté le fait que la population n'a pas vraiment adhéré à ce sommet et il va se donner la raison. Vous avez fait la même remarque? Oui, j'ai fait cette remarque et dès le début même je disais que le côté communication ne marche pas. Parce qu'il fallait communiquer à la population, dire à la population que ce sommet, voilà les attentes, voilà ce que cela peut amener. Mais il y a eu plutôt une pression sur la population. On n'a pas expliqué les tenants, les aboutissants de ce sommet à la population. Ça devait se faire ça devait être fait plutôt par les ministres en charge de la communication, par les directeurs de communication au niveau de chaque département, par les préfets, par les émissions spéciales, par les émissions spéciales. Vous voyez même le traitement même qui a été accordé à la presse locale. La presse locale a été royalement ignorée et avec des insertions sur une période de mois avec 250 000 francs CFA. Oui, voilà. C'est un dédain. Et non seulement ça aussi, nous avons des journalistes. Pas parce que Dimas c'est ici que je veux mettre en exergue M. Dimas qui est un journaliste qui est une icône de la presse francophone parce qu'il est sur les grands plateaux en Occident. Donc les débats qui ont été organisés ici pour parler de ce sommet, moi j'ai vu plutôt d'autres figures. Les ressources de notre pays n'ont pas été valorisées. Vous voyez, quand les gens arrivent à s'exporter, à devenir de grandes icônes en matière de la presse, c'est parce qu'il y a eu un investissement dans leur pays.
Si aujourd'hui nous parlons des grands journalistes, c'est parce que dans leur pays, il y a des mesures qui ont accompagné ces journalistes pour que ces journalistes-là deviennent de grandes personnalités. Donc, si on doit regarder ces journalistes avec dédain, je pense avec mépris, ils n'auront pas le temps de devenir de grands références. Il y a d'autres aspects sur lesquels on va revenir, surtout au niveau de la presse, parce que la presse locale est très mécontente. Et les confrères ont eu à le dire, donc on n'a pas de temps, malheureusement, on va marquer la pause. Et derrière la pause, notre invité, M. Gabriel Messin, Agbouyoumé Kodjo, président d'OBU, ancien Premier ministre, ancien directeur général du port autonome de Lomé, et la pause ancien président de l'Assemblée nationale. Ah, si vous voulez, c'est aspect-là. La pause est derrière M. Agbouyoumé. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour ensuite avec notre invité, M. Gabriel Messin Agbouyoumé Kodjo, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien directeur général du port autonome de Lomé, président d'OBU. Bonjour M. Agbouyoumé. Bonjour Julien. Alors, le sommet sur la sécurité maritime, le sommet sur la sécurité, la sûreté et le développement. Le sommet sur la sécurité, la sûreté et le développement en Afrique donc, vient de s'achever et on vous a vu très actif sur ce sommet. Votre sentiment à la fin de ce sommet alors? Non, Julien, je pense que mon sentiment est le même que celui de la plupart des Togolais qui ont compris l'enjeu de ce sommet. C'est un sentiment de satisfaction. Nous sommes revenus au devant de la scène. Nous avons maintenant une meilleure visibilité sur le plan international. Le Togo est fondateur d'une grande charte africaine maritime. Et je pense que je vous ai suivi, j'entendais tout à l'heure Dima dire que le plus dur commence. Oui, la charte a été adoptée. Oui, on entend que certains pays n'ont pas signé. Comprenez aisément qu'il n'y a pas d'amitié entre les pays. Il n'y a que des intérêts. Le Togo, par sa diplomatie, a été très habile pour pouvoir donc faire la jonction entre la sécurité, la sûreté maritime, en même temps, du moins avec l'économie. On ne peut pas ne pas dire aux Togolais que des navires commerciaux ont été attaqués, au large du Togo. On n'a pas créé le Haut Conseil de la mer par hasard parce qu'on n'a rien à faire. C'est pour répondre à un besoin. La préfecture maritime, c'est pour répondre à un besoin. Le fait donc de doter de moyens de patrouilleurs la marine togolaise, c'est pour répondre à un besoin. Le fait de que beaucoup de bateaux viennent trouver abri, un parking marin chez nous, c'est parce que le gouvernement a mis des dispositions pour décourager et dissuader les pirates. Vous savez, quand les routes maritimes sont jonchées de pirates, le port autonome de Lomé, par exemple, puisque c'est ça qui nous intéresse, nous, Togolais, enregistre peu de navires. Quand il enregistre peu de navires, il y a moins de droits de douane. Quand il y a moins de droits de douane, le budget qui a été voté ne peut pas être réalisé. Donc, ça fait amenuisement des moyens pour répondre à la demande sociale dans tel domaine, tel domaine. Nous avons intérêt à organiser ce sommet pour que toutes les routes maritimes puissent être débarrassées. Je dis, pour le golfe de Guinée, c'est la meilleure route qu'emprunte le navire pour aller en Europe et aux États-Unis. Quand la route est courte, le fret aussi de toute façon, quand la route maritime n'est pas longue et courte, le fret qu'on paye aussi n'est pas élevé. Donc en fait,
lutter contre la piraterie, c'est contribuer à la compétitivité donc, de nos économies. C'est contribuer également de toute façon à améliorer, si vous voulez, les activités donc, autour du monde des différents sites portuaires. Donc c'est en cela que je dis que sur ce volet-là, nous devons applaudir et que donc, cela s'inscrit dans une logique de ce que le gouvernement doit faire pour disposer de moyens pour répondre à la demande sociale. Deuxième élément, les coûts de matières premières aujourd'hui sont en chute libre. Je ne citerai pas le pays, mais vous savez ce que je veux dire. Les pays dans lesquels on a dévalué, par exemple, les monnaies, on a dévalué du moins la monnaie, les pays qui font du commerce avec ces pays-là ont aujourd'hui des difficultés énormes. Le Nigeria, par exemple. Oui, énormes. De deux, je dis les coûts de matières premières diminuent. Ceux dont l'économie du monde est basée essentiellement donc, sur le pétrole ont aujourd'hui des difficultés. En même temps, l'Union africaine a résidé donc sa stratégie donc, pour intégrer pour les mers et les océans à l'horizon 2050. À l'horizon 2050, la population africaine va doubler. Nous allons passer à 2,5 milliards. Un habitant de la planète sera africain. Aujourd'hui, quand vous analysez la population africaine, les moins de 15 ans représentent 41% de la population totale. Les moins de 24 ans, 60% de la population totale. Vous imaginez les défis que nos dirigeants auront à relever en 2050? Il faut chercher de nouvelles sources. Et c'est pour ça de moins qu'aujourd'hui on parle de la promotion de l'économie bleue. Promouvoir l'économie bleue. Offrir de nouvelles possibilités à nos États pour qu'ils puissent répondre à la demande sociale. Globalement, je dis bravo donc au gouvernement. C'est vrai, il y a quelques dysfonctionnements, mais je pense que là où l'intérêt national se trouve, opposition, majorité, société civile, nous devons faire un bloc. Malheureusement, opposition et pouvoir, on n'a pas fait un pour ce sommet. On a vu une partie de l'opposition ne s'est pas associée au sommet et aussi a tenu dans la foulée un colloque. Mais vous y étiez, on vous a vu au Forum Moulin, vous avez animé une conférence de presse, vous avez animé des panels, vous avez été un peu dynamique. Pourquoi ce choix? Oui, compromis ou compromission? Je réponds droit dans les yeux et droit dans mes bottes. J'ai eu la chance d'être envoyé par la nation pour aller servir le port autonome de Lomé dans des conditions difficiles. J'ai acquis de l'expérience. J'ai eu la chance d'être ou d'assumer des responsabilités de très haut niveau et j'ai eu la chance d'organiser plusieurs sommets au Togo. Je n'étais pas dans le pays, j'étais à l'étranger. Je suis rentré donc samedi et lundi, on m'a approché pour dire sur tel sujet-là, est-ce que ça vous intéresse d'intervenir avec beaucoup de plaisir? Et j'ai répondu. Ceux qui n'ont pas répondu, ou ceux qui contestent, ils n'ont pas l'expertise que j'ai sur les sujets pour lesquels on m'a appelé. Je réponds, je dis bien, que ceux qui disent qu'ils ne veulent pas aller, ou ceux-ci, peut-être ils ont des... Moi, vous savez, chacun écrit de moi sa petite histoire dans la grande histoire. J'ai écrit la mienne. Il appartient de moi à la grande histoire dont je suis. Alors, monsieur Agoué, mais je le disais avant que vous rentriez au studio, on a comme l'impression, et un officiel togolais l'a dit en off, que la population n'a pas adhéré à ce sommet. Est-ce que c'est votre avis aussi? Oui, c'est mon avis aussi. Et j'ai dit à certains officiels que la communication n'a pas été suffisamment assurée. C'est-à-dire, si on dit on fait sommet comme ça et qu'on ne dit pas aux Togolais qu'est-ce que nous attendons de ce sommet, ils ne vont pas adhérer. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, je redis, que si vous n'avez pas suffisamment de droits de bateau, vous n'avez pas suffisamment de droits de douane, nos budgets sont composés comment? C'est quoi? C'est les droits de douane, plus donc les impôts, c'est la douane et puis, comment vous appelez la direction des impôts. Aujourd'hui, on a rassemblé tout, on dit que OTR, plus les aides internationales. C'est ça le budget. S'il n'y a pas beaucoup de navires, il n'y a pas de droits de douane. Mais on dit que non seulement les pirates donc, coupent la route, font des activités donc, comment je dis, criminelles, trafic d'êtres humains, trafic de drogue. Je crois que et puis ce n'est pas un problème seulement togolais, ni un problème du monde lié uniquement au continent. Il y a eu des résolutions du Conseil de sécurité qui ont été prises. Dans le golfe d'Aden, c'est une résolution du Conseil de sécurité qui a impliqué
la Chine, les États-Unis, aussi l'Union européenne avec l'effort de l'OTAN pour aller de débarrasser, donc, comment je dirais, le golfe d'Aden et les côtes somaliennes des pirates. Les pirates du moins rançonnent, ils tuent, ils pillent. Et donc, je considère que on n'a pas suffisamment expliqué. Si on a expliqué que si nous ne faisons pas cela, peut-être les droits de douane demain vont être réduits du moins mais de moitié dans le budget, et que les problèmes pour payer les salaires, pour du moins, comment je dirais, en matière de santé, recrutement, donc tous ces problèmes-là n'ont pas été suffisants. On n'a pas aussi expliqué suffisamment donc, le problème donc, de l'économie marine. La pêche illicite coûte 170 milliards. Nous payons nos pays, au niveau de l'Afrique de l'Ouest ici, 170 milliards dans chaque année. Or, cette pêche, on sait qu'elle fait vivre plus de 10 millions de personnes. Est-ce qu'on peut l'organiser autrement? Associer d'autres jeunes? Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement dans la fonction publique du monde qu'on gagne sa vie. Si c'est organiser la pêche et qu'on leur donne les moyens et qu'ils se mettent en coopérative pour du moins développer cette activité, ils peuvent de toute façon s'épanouir avec. Alors c'est pour ça que je dis fondamentalement, pour ce qui me concerne, en tout cas, c'est un coût énorme qui peut, si nous-mêmes, nous accompagnons ce que nous venons de décider à Lomé ici, en tout cas au niveau international, parce que pour que la charte puisse rentrer en vigueur, il faut qu'elle soit ratifiée au moins par 15 pays. Et donc, commençons par la CEDEAO. Demandons rapidement dans la réunion, une réunion de la CEDEAO. On me dit, oui, le Cameroun n'a pas signé. C'est normal. Le Cameroun, de toute façon, ce qu'il dit, il y a ces pirates qui ont pris leur embarcation, qui sont rentrés sur le territoire de la côte du Cameroun, et ont tué, pillé, du moins des banques. C'est une question de politique intérieure pour le Cameroun. D'abord, avant d'être un problème global, un problème économique. Par rapport à son opinion, en organisant son sommet, eh bien, il répond, du moins, à une préoccupation de la population. J'amène des gens, nous allons combattre les pirates. Bon, que le Togo a été, du moins, plus subtil en alliant, du moins, ce combat-là avec la possibilité, donc, d'un développement économique pour répondre aux défis de demain. Je considère que, bon, qui s'élève ou ceci, mais je répète, le général de Gaulle a dit, les pays, là, donc, n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Oui, et quand il y a un intérêt d'un pays, tout le monde se retrouve. Moi, regardez en France, quand de toute façon, Daesh a frappé, gauche, droite, centre, tout le monde s'est mis ensemble pour condamner. Oui. Ici, c'est une ouverture pour de toute façon notre économie aujourd'hui et demain. Mais nous avons trouvé bizarre qu'un pays, par exemple comme le Sénégal, une figure de proue de l'Afrique de l'Ouest, victime des actes de piraterie. Des actes de piraterie et aussi de la pêche illicite, n'a pas pu s'associer à la signature, n'a pas signé. Ce que nous avons. Non, je peux répondre aisément. Moi, j'ai pas participé au panel de haut niveau. J'ai écouté de nous le ministre de la Marine donc du Sénégal dire qu'ils sont en train de prendre des dispositions pour construire un nouveau port avec un tirant d'eau de 19 à 20 mètres. Quand j'ai entendu ça, c'est-à-dire c'est depuis l'indépendance que nous avons du moins notre port qui a un tirant naturel d'eau. Des bateaux de 150 000 conteneurs peuvent venir chez nous. Et je dis pour les jeunes qui m'entendent qu'il y a une activité de cabotage qui va être développée donc au port autonome de Lomé. C'est-à-dire que lorsqu'on amène les conteneurs là comme ça, donc il y a des petits bateaux qui vont prendre 30, 40 pour aller du monde dans les pays voisins. C'est aussi du monde des possibilités d'emploi qu'on est en train de créer. Alors, quand il dit ça, c'est-à-dire visiblement, en fait, de toute façon, nous avons une concurrence de taille. Et je reviens, je clôturerai la question en disant que j'ai rappelé ce que le général de Gaulle a dit. Il n'y a pas d'amitié. Le président Macky Sall, dans son discours dans la salle lors du clos, aussi a relevé des insuffisances dans la charte. Il dit ses espérants ont étudié la charte et que il y a des insuffisances, il y a des mots qui ne sont pas bien mis, il y a des termes. On n'a pas respecté les accords internationaux. Non, il faut arrêter du moins, mais c'est vrai, de divertir les gens. Est-ce que oui ou non, lorsque le comité des experts s'est réuni pour étudier le test soumis donc par la diplomatie togolaise, est-ce qu'il a son représentant là-bas? Oui. Est-ce que avant même la conférence, il n'a pas de toute façon son ministre qui a analysé, qui a porté ses réserves et fait modifier... Le ministre de la Justice sénégalais. Oui, et fait modifier les dispositions qui ne convenaient pas. Vous savez, je répète, les nations n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ils défendent ce qu'ils défendent.
c'est normal. C'est par rapport à l'opinion de son pays. Mais pour le moment, les Togolais doivent comprendre également que ce que le gouvernement a fait, ou la diplomatie togolaise, c'est quelque chose d'important. Sinon, il n'y aura pas autant de jalousie autour. Sinon, tout le monde va adhérer. Qui va adhérer? Parce qu'on sait que dans ce domaine-là, le Togo est en train de prendre une position de leadership. Parce que d'une manière ou d'une autre, à chaque fois qu'on évoquera dans cette charte-là, on dirait que de tout le monde, en tout cas, il y a une signature historique de Moussa. Parlons justement de la charte. La charte, je vous remercie même une seconde. On parle de la charte, on revient à vous, merci. Alors, la charte porte le nom du Togo. Est-ce un motif de plus de se réjouir? Dis donc, c'est comme du moins, comment je dis, Lomé 2, Lomé 3, dans les grandes réunions, quand on veut faire, du moins ça appelle un dispositif donc de ce corpus de texte, on dit ah oui, ça c'est signé à Lomé, c'est extrêmement important. Moi, vous savez, ceux qui sont des businessmen, des commerçants et qui voyagent, quand ils vont au-delà du continent aujourd'hui, ceux qui sont en Chine, ceux qui sont au Japon, à Singapour, qui ont vu tel événement, ah votre pays, vous savez pas ce que ça représente. Moi je disais aux gens que j'étais en Corée du Sud. Et donc, quand je dis que je suis du Togo, je dis allez, bref, quand on est au gouvernement, il y a un crédit dont nous disposons pour faire le lobbying pour le pays. Mais ce qui vient de se passer là, c'est un lobbying énorme. Parce que les camarades du monde se sont polarisés sur le Togo. Même si vous signalez de quelques différences au niveau de la communication, il n'en demeure pas moins que l'événement du Togo fait agate dans l'histoire. Monsieur Agouemé Kodjo, vous êtes allé à cette conférence en tant qu'expert, puisque vous avez de la matière en matière de sécurité maritime et de la sûreté maritime. Vous avez dirigé le port de Lomé, vous avez une certaine expertise. Mais je voulais qu'on revienne un peu sur votre casquette politique. Certains de vos collègues politiciens ont estimé que l'organisation de ce sommet a englouti des millions, et comme quoi des milliards, autant pour moi, c'est un sommet budgétivore pour l'économie nationale. Mais quelle est votre appréciation de ça? Je voulais rappeler quelque chose avant de répondre à votre question. Vous savez, sorti de la crise en 1993, le fret, c'est les transporteurs qui prennent de la marchandise donc au port autonome de Lomé à destination donc de l'Interland, notamment le Burkina, le Burkina, le Niger et le Mali. Sur le corridor Lomé, donc jusqu'à Saint-Cassé, il y avait eu des coupeurs de route. Il y avait Vous avez lancé l'opération solidarité sur la mer. Check. Et on a lancé donc, et on a pris quoi? Les policiers, les gendarmes, les douaniers qui accompagnaient. Ça a eu du succès. Donc c'est la même démarche, la même compréhension. Il y a des pirates qui barrent la route, qui tuent, qui dépouillent. C'est la même chose. Ce qu'on a fait, du moins sur terre, c'est ce qu'on cherche à faire sur mer pour que du moins le trafic puisse avoir du moins une meilleure rotation. Maintenant par rapport au coût, je fais observer que Daesh et ses avatars sont partout. Si je ne connais pas le montant donc, du budget ou donc des ressources financières mises à la disposition donc, de ce sommet. Mais il y a un problème si vous ne le connaissez pas. Non, qui n'est pas l'organisateur. Je ne suis pas au gouvernement, je ne suis pas organisateur, j'ai été sollicité. Vous êtes censé parler comme tout le monde. Mais non. C'est-à-dire, j'ai dit, je ne connais pas. Et ça, de toute façon, personne ne peut me le reprocher. Ce que je sais officiellement, il y a un livre budgétaire donc, qui a été publié à l'Assemblée nationale par rapport à ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est que Daesh avait frappé ici. Nous dirons que pourquoi le gouvernement n'a pas pris les mesures sécuritaires. Et que même si c'est 100 milliards qu'il faut de toute façon, Daesh ne prenne plus, le gouvernement, dans son attribution, dans sa responsabilité, a le devoir de protéger les biens et les personnes. La sécurité n'a pas de prix. La deuxième chose, je dis, le Togo vient de très loin. C'est en 2000 que nous avons organisé le sommet qui a permis donc la naissance de l'Union africaine donc, au Togo. C'est en 2000. Ce fut un grand événement. Ok. Et 16 ans après, nous accueillons encore l'Afrique. J'entends dans les critiques là que les gens disent qu'on n'a pas eu beaucoup de chefs d'État. Non. Vous savez, même les sommets ordinaires. Donc, à Addis Abeba, c'est 20 à 25. À moins que ce soit quelque chose d'extrêmement grave, où on dit que oui, il y a telle autorité européenne ou américaine, par exemple, quand Barack Obama dit que non, bon, il va aller parler à Addis Abeba, tout le monde, au nom de la diplomatie, oui, voilà. Donc tout le monde court. Où on dit le Chinois arrive, on dit, il vient avec son carnet de chèques, ou du moins le Japonais arrive, c'est ça.
Mais sinon, normalement, c'est autour de 20 à 25 personnes. Bon, ok, quand on est, il y a des mois avec la dimension qui fait la sienne, bon, mais on dit que tout le monde n'a qu'à venir, et puis bon, on a, je ne sais pas, 40 et tout ça, voilà. Mais sinon, au jour d'aujourd'hui, je dis c'est autour de 20 à 25 au siège à Addis Abeba. Ce que même du monde Cameroun, avant nous, il n'a pas du monde réuni autant de chefs d'État et de gouvernement. Donc là-dessus, il ne faudrait même pas qu'il y ait de polémique, parce que c'est parce qu'on n'explique pas aux gens. Voilà, donc pour ce qui concerne le budget, certainement que on va, comment dire, le gouvernement ou ceux qui ont organisé de toute façon feront le point. Mais dans tous les cas, je considère que cette dimension donc de ressources ne doit pas occulter les avantages et le repositionnement du Togo sur la scène internationale. Oui, mais nous parlions tout de suite de la population qui n'a pas été tout à fait associée. Tu vois ça à l'événement, à l'emploi. Est-ce que là-dessus, est-ce qu'on pouvait faire autrement? Est-ce que le tout sécuritaire n'a pas prévalu? Est-ce qu'on pouvait faire autrement? Sécurité oblige? Les mesures sécuritaires obligent? Quand vous avez cette concentration de chefs d'État, oui, autour de Radisson, dans ce monde-là, qui est menacé, où, comment je dirais, Daesh et ses avatars frappent tout le temps, vous prenez un gros risque. N'oubliez pas, et je crois que ça n'a pas été suffisamment souligné, il y a eu 2 bâtiments de guerre, donc au port de Lomé, oui, qui protégeaient le sommet. Et le ministre de la Défense de la France, Jean-Yves Le Drian, s'est déplacé lui-même pour venir. Donc, pour dire... Il a dû inviter certains chefs d'État même pour sur le bateau. Oui. Pour dire que, en tout cas, la sécurité n'a pas de prix et que le gouvernement, en tout cas, a pris des mesures pour qu'on ne dise pas qu'au lendemain que, en tout cas, Daesh a frappé ou Boko Haram a fait ceci ici. Je crois quand même qu'il faut le leur reconnaître. Il y a eu des surveillances par drone. En tout cas, des mesures ont été prises. Mais la population, c'est normal, peut-être qu'elle n'est pas habituée à ce genre de choses, mais nous devons comprendre que le gouvernement essaye de trouver des solutions aux problèmes immédiats, de projeter le pays du monde dans l'avenir, car je dis 2050, nous sommes aux 7 milliards. 2050 va passer à 14 et 15 milliards. Les défis seront énormes. Éducation, formation, santé, nous avons déjà des problèmes de santé aujourd'hui. Comment vous faites de tout temps quand vous allez passer du monde à 14-15 milliards? Ok? Les logements sociaux, comment on fait? Et puis, offre d'emploi aux jeunes. Nous disons que les jeunes, c'est l'avenir. Les jeunes, c'est pas l'avenir. C'est maintenant. C'est maintenant, du moins, c'est vrai, que nous devons nous occuper. Voilà ce que je voulais dire. Le sommet est fini, on est obligé de revenir à nos togolaiseries, à nos problèmes togolais. Et aujourd'hui, bon, on va retourner vers la question des réformes politiques et qui traînent depuis, parce qu'on a eu l'atelier du Hachkoun en juillet. Nous sommes en octobre, toujours pas de retour, toujours pas d'évolution. Qu'en dites-vous, monsieur le Président? Non, la question est pertinente, mais vous savez, on ne peut pas faire 2 choses à la fois, parce que pour organiser un truc comme ça, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de personnes. Maintenant qu'il n'y a plus de, comment je dirais, le sommet est terminé, je crois que le futur sujet, en tout cas le prochain sujet du monde comme étant sur l'agenda, forcément donc, il aura donc les problèmes de réforme. Quelle suite on donne aux conclusions des travaux donc de Hachkoun? Je crois quand même que ça va revenir donc sur le tapis. Peut-être que cette semaine ou jusqu'à la fin de ce mois, peut-être ils vont essayer de retrouver leur énergie. Ils en ont beaucoup dépensé pendant des années. Et maintenant, de toute façon, les problèmes de réforme vont revenir. Oui, moi, je reviens toujours un peu sur les retombées du sommet. Bon, il y a eu, vous avez parlé des retombées à long terme, à moyen et à long terme. Maintenant, les retombées... Tout de suite. Et tout de suite, on a vu quand même un certain nombre d'entreprises qui ont décroché des marchés là-bas pour pouvoir, dans l'organisation. Est-ce que vous avez vu un peu clair dedans quelle entreprise a décroché quoi et sur quelle base? Parce que c'est cela qui devait permettre à ce que diversement toutes les couches sociales du Togo peuvent bénéficier quand même des retombées directes de ce. Parce que quand on parle quand même des milliards, ces milliards ont été quand même dépensés au Togo. Alors, où sont partis ces milliards? Vers quelle poche et vers quelle entreprise? Je dis tout à l'heure que, n'étant pas membre de la commission chargée d'organiser donc le sommet, il m'est impossible d'identifier tel qui ont été bénéficiés de marché.
S'agissant des réformes, je peux affirmer que les hôteliers ont reçu au moins quelques délégués pendant un certain nombre de jours. Les services de restauration également ont reçu des gens. Les artisans ont vendu donc des produits donc relevant de l'art, du génie. Donc togolais, les vendeuses de pagne ont vendu. Je pense ceux qui ont donc les agences de, pas agents de location dans de voitures. Moi j'étais à Paris du moins avec quelqu'un proche d'un chef d'État qui a demandé 10 véhicules pour 10 jours donc pour la délégation donc les gens même du monde dans la sécurité. J'ai rencontré un ami qui fait télétaxi pour dire il y a un marché vidéo. Donc bon, bref, peut-être que les gens s'attendaient plus, mais d'une manière ou d'une autre, ce sommet a laissé quelque chose, en tout cas au niveau de nos entrepreneurs, au niveau de l'économie togolaise, et que personne ne peut le mésestimer. Comprenez-vous ceux qui pensent qu'il faut quand même un audit à la fin de ce sommet, de façon à pouvoir faire l'état des lieux et se projeter à l'avenir vers d'autres rencontres encore que le Togo est appelé à organiser, notamment la rencontre Israël-Afrique pour le développement qui aura lieu. Oui, il faut un audit organisationnel, opérationnel. Quels ont été dans les dysfonctionnements dans ce que nous avons préparé? Peut-être qu'il y a eu des lenteurs, il y a eu, des ratés donc dans l'exécution d'un certain nombre de choses. Il faut faire une évaluation d'une manière ou d'une autre. Quand on finit un grand sommet comme celui que nous devons faire, il y a de toute façon une réunion d'évaluation pour savoir donc où ont été les points forts, où ont été les points faibles, pour en tirer des leçons pour que ce que les gens dénoncent aujourd'hui, ou ce qui n'a pas marché aujourd'hui, ne se répète demain. Pour moi, les réunions d'évaluation se limitent la plupart des temps aux organisateurs, hein, et pour plus certaines sommités. Mais moi je parle d'audit en bonne et due forme. Qu'est-ce que vous appelez audit? Parce que le bilan, on peut donner. Mais ça c'est sûr que. Mais ça c'est sûr que. Au niveau du gouvernement, maintenant que tout est fini, ils feront du moins un bilan financier, ils feront donc au niveau de l'organisation, qu'est-ce qui a marché, ils feront tout ce point-là. Ça c'est sûr. Non, en tout cas, ce que j'ai dit, c'est la tradition. Quand vous faites un grand événement, au lendemain, on fait le point. C'est pour ça que j'ai dit peut-être qu'ils vont avoir 2 ou 3 jours de repos pour du moins retrouver leur énergie, mais nécessairement pour boucler cela, parce que c'est extrêmement important pour l'avenir. S'il y a un autre sommet, on va sortir les anciens dossiers pour dire tel on a fait comme ça. Ça a coûté tant. Quel est le coût aujourd'hui? Combien nous pouvons prévoir? Je crois que c'est des classiques. Ça se fait. Et je crois quand même que sans que du moins la presse n'en parle, le gouvernement se saisit et lui-même donc organise cela pour tirer des leçons du monde pour le passé et pour l'avenir. Ibrahim, rapidement. Oui, monsieur le ministre, vous avez évoqué l'économie bleue, qui est une nouvelle thématique, et selon ce que nous avons entendu au cours de ce sommet, c'est que cela offre des opportunités à la jeunesse. Monsieur Agome Kodjo, vous avez de l'expertise en matière portuaire, et je pense que vous n'êtes pas fait formé sur place ici, mais qu'est-ce que vous lancez comme message à l'endroit de nos universités par rapport au curricula et aux programmes qui seront développés et de manière à ce que cela soit en adéquation avec l'économie? Excellente question. Excellente question. J'ai entendu le ministre des Infrastructures et du Transport dire qu'il y a une école qui va s'ouvrir là pour former les gens qui veulent travailler autour des activités portuaires, école des métiers de la mer. Je crois que c'est extrêmement important. J'ai assisté à Paris là, il y a 2 ans à un colloque où on parle des métiers de l'an 2050. C'est-à-dire ces métiers-là n'existent pas aujourd'hui. Mais on est en train de réfléchir qu'en 2050, les nouveaux métiers qui vont arriver pour pouvoir donc préparer donc des gens à les assumer correctement. Donc, votre question, elle est pertinente. Et je crois qu'il doit y avoir une orientation qui doit amener nos écoles à intégrer les préoccupations donc, de l'économie bleue dans leur formation, dans la formation qu'ils transmettent à nos enfants, pour que ceux-là soient outillés pour que demain, si les travaux sont, si les travaux du monde sont faits correctement pour faire la promotion donc, des différentes activités donc, qui multiplient l'économie bleue, que nous puissions trouver des hommes et des femmes capables de les assumer à la satisfaction des Togolais. Une dernière question sur le sommet, si vous permettez.
avant qu'on se sépare. Alors, la salle qui a accueilli le sommet, est-ce que vous pensez qu'on doit la garder en l'état, on doit la modifier pour servir à autre chose, ou bien on doit la démonter? C'est une tente qu'on dise. C'est en bâche. Vous savez, la salle a été organisée, décorée selon les normes internationales. C'est de haut niveau quand vous êtes là. Et bon, si vous ne sortez pas, vous ne saurez pas que de toute façon vous êtes au Togo. C'est extrêmement bien fait. Si le choix du gouvernement est de renouer avec les grandes conférences internationales, c'est de faire tout pour mettre une équipe pour pouvoir gérer ce type de patrimoine pour que demain, si nous avons encore une grande organisation, que nous ne puissions pas s'appeler encore les mêmes à venir nous vendre encore les mêmes services. La sonorisation est là, les projections sont là. Bon, quand le conseil, il faut payer, à mon avis, il faut payer une seule fois. Mais ça rentre dans quelle est l'orientation de la politique? Nous voulons renouer? Bon, je pense que oui, parce qu'en fait, c'est un vecteur touristique important. Parce qu'il y a des investisseurs qui arrivent, pas curiosité, on va voir. Je crois que au 2 février, on a une société qui est venue de Dubaï en train de montrer si quelqu'un veut investir dans la pierre. Il y a plein de choses. Donc les gens vont venir là comme ça. Donc je considère que ce pays étant un pays de service, nous devons de toute façon conserver, en tout cas, tous les éléments qui ont rendu donc l'organisation, le déroulé de la conférence, en tout cas, dans de bonnes conditions, pour que demain, quand nous avons encore une nouvelle conférence, qu'on n'appelle pas les mêmes experts extérieurs à venir nous vendre leur intelligence, voilà. Malheureusement, l'émission tire vers sa fin, on n'a pas le temps de parler assez politique, il est déjà 11h03, on devrait finir en 10h55. Alors, M. Abouemé, quel appel est lancé au niveau des réformes politiques, hein, c'est ça qui est à la bouche de tous les Togolais, réforme, élection de tour, limitation de mandat. Alors, quand va-t-on voir au but réagir, bien faire une sortie sur la question? Nous réagissons tout le temps. Qui vous dit que de toute façon nous ne voulons pas de réformes? Tout le monde veut les réformes. Mais je rappelle, je dis tout le monde veut les réformes. Mais les réformes politiques, sans les réformes économiques, je ne pense pas que cela changerait de toute façon la vie de nos populations. Il urge, c'est un engagement du gouvernement, c'est un engagement du président de la République que les réformes se fassent. Mais aussi, il faut que nous prenions aussi des mesures pour assurer le minimum du monde à chaque Togolais, pour que donc manger ne soit pas un problème pour les Togolais, donc le lendemain ne soit pas incertain donc pour les jeunes. Je crois que c'est ce combat-là donc qu'on mène, et peut-être que le gouvernement a priorisé la tenue du sommet avant donc de s'occuper donc des problèmes de réforme. Mais je pense que comme le sommet est terminé, nous espérons dans les jours à venir, dans les semaines à venir, que ce sujet sera remis à l'ouvrage. Merci à M. Abouemé Kodjo. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis octobre de ce lundi 17 octobre 2016 à Chevency. Merci à Ibrahim Acha du Jonathan Nouveau. Merci à Dimanche Kodo du quotidien privé Forum de la semaine. Mesdames, Messieurs, si nous suivons en matinée, sachez que nous sommes en direct sur LCF et CTFR aussi sur le www.lcftogo.com en soirée. C'est la rediffusion à partir de 22h30. Portez-vous bien et excellente semaine à vous tous.